Alger sous le choc, la BRI frappe fort au cœur de Bab el-Oued. La guerre contre la drogue prend une nouvelle tournure. Cette nuit-là, Alger s'est réveillé en état de choc. Dans le labyrinthe des ruelles de Bab el-Oued, quartier mythique de la capitale, l'ombre de l'État s'est matérialisée sous les traits de la BRI. Les pas lourds des policiers d'élite ont résonné contre les murs, les portes ont explosé sous les coups de bélier et les caïds, longtemps intouchables, ont été plaqués au sol sous les regards incrédules des habitants. Les images filmées et diffusées par TSA ont fait le tour des réseaux sociaux. Un quartier entier a assisté, médusé, à la chute de ceux qui faisaient régner la peur. Plus qu'une descente policière, ce fut une démonstration de puissance. Bab el-Oued, un quartier symbole difficile de mesurer la portée de l'opération sans comprendre l'âme de Bab el-Oued. Niché face à la Méditerranée, ce quartier est à la fois mémoire de résistance et foyer de tension sociale. Ici, la chaleur des habitants contraste avec le désespoir d'une jeunesse privée d'emploi et happée par les réseaux criminels. Chaque intervention à Bab el-Oued est un séisme qui secoue toute la capitale. En frappant là, l'État envoie un signal fort, aucun territoire n'échappe à la loi. La BRI, bras armé de la lutte anticriminalité, créée pour agir dans les situations extrêmes. La brigade de recherche et d'intervention est devenue l'unité d'élite de la police algérienne. Sa spécialité, les opérations rapides, ciblées, chirurgicales. À Bab el-Oued, le scénario s'est déroulé comme sur un manuel, encerclement, pénétration simultanée par plusieurs entrées, sécurisation des lieux, arrestation précise. Rien n'a été laissé au hasard. Pendant des semaines, les services avaient suivi les traces des trafiquants, identifié les planques et attendu le moment où le réseau était le plus vulnérable. Cette nuit-là, la frappe a été implacable, un choc psychologique plus fort que les chiffres arrestations, saisies de drogue, armes blanches et parfois à feu. Le bilan est lourd, mais l'essentiel est ailleurs. C'est le mythe de l'impunité qui a été pulvérisé. Dans les cafés du quartier, au petit matin, on ne parlait que de cette scène. Les figures locales, menottées, humiliées, sous les projecteurs. Pour les habitants, c'était la preuve tangible que l'État peut frapper là où on l'attend le moins. La justice attendue au tournant reste une question cruciale. Que deviendront les suspects? Trop souvent, les habitants ont vu des criminels relâchés faute de preuves ou de complicité souterraine. Cette fois, les autorités veulent aller jusqu'au bout. Garde à vue prolongée, preuves matérielles solides, dossier judiciaire bétonné. Dans les tribunaux d'Alger, les juges savent qu'ils sont observés. La crédibilité de l'opération dépendra de la fermeté des condamnations. Des précédents, mais un impact inédit. L'Algérie a déjà connu des coups de filet spectaculaires, démantèlement de réseaux d'armes à Oran, arrestation de bandes à Constantine, saisie massive à Tizi Ouzou. Mais ce qui change, c'est la médiatisation. Cette fois, les caméras ont tout montré. L'effet dépasse la sécurité. Il est psychologique et symbolique. On ne frappe pas seulement les trafiquants, on brise aussi leur aura, leur réputation, leur emprise sur les habitants. Quand la peur change de camp, pendant trop longtemps, certains dealers se sont crus intouchables. Ils circulaient en voitures clinquantes, achetaient les loyautés à coups d'argent, imposaient leur loi par la peur. Cette nuit, leur image a été détruite. Menottés devant leurs voisins, ils ont perdu le masque d'invincibilité. Les habitants, eux, ont retrouvé un souffle d'espoir. Le message est clair, la loi est plus forte que la peur, l'impact politique et géopolitique. Dans un pays où chaque geste sécuritaire résonne au sommet de l'État, cette opération a une portée politique. Le président Abdelmadjid Tebboune a souvent rappelé que protéger la jeunesse contre les fléaux sociaux est une priorité. Montrer la BRI en action à Bab el-Oued, c'est prouver que les discours se traduisent en actes. Le message dépasse les frontières, car une grande partie du cannabis qui inonde l'Algérie provient du Maroc, premier producteur mondial. À travers cette opération, Alger rappelle qu'elle sait frapper non seulement au niveau local, mais aussi répondre à une guerre invisible menée à ses frontières. La population, acteur de la sécurité, aussi puissante soit-elle, la BRI ne peut pas tout. La victoire contre la drogue exige la participation des habitants. À Bab el-Oued, associations locales et imams ont rapidement relayé l'appel à la vigilance, à la solidarité, à la protection des jeunes. Car la lutte est aussi culturelle, éducative, morale, sans alternative concrète, emploi, loisirs, espace de vie, la tentation reviendra. La Sécu. Alger, cette nuit-là,
Babel-Oued qui se retrouve quasiment en état de siège. Oui, La BRI, la brigade de recherche et d'intervention qui déploie ses hommes, ses moyens. On a vu des images très fortes circuler très vite. très travaillé, oui. Presque cinématographique, montrant une efficacité redoutable. Le discours officiel, c'est un coup de filet majeur contre le trafic de psychotropes. Mais bon, derrière ce spectacle de force, cette mise en scène quasi militaire, qu'est-ce qui se joue vraiment dans ce quartier? Babel-Oued, c'est pas n'importe où. Ah non, certainement pas. Est-ce que c'est juste une opération anti-drogue, aussi massive soit-elle, ou est-ce qu'il faut y voir autre chose? Bah, il y a forcément autre chose. Le spectacle, oui, c'est une dimension, mais Babel-Oued, c'est jamais un décor neutre pour une action de l'État algérien, quoi. C'est chargé. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, c'est un bastion populaire, fier, mais aussi un concentré de toutes les tensions sociales du pays. Le chômage, qui frappe la jeunesse de plein fouet, ce sentiment d'abandon, Oui, qui a souvent couvé là-bas. Alors, intervenir là avec une telle publicité, les projecteurs braqués, non, ce n'est jamais juste une question de saisie ou d'arrestation, c'est un acte politique. très fort. Politique, ou alors une com politique très bien orchestrée. Parce que vous parlez de publicité, et c'est vrai que ces images qui tournent quasi en boucle, ces colonnes de policiers casqués, suréquipés, qui avancent dans les ruelles, ça frappe l'imaginaire, c'est sûr. On a l'impression d'assister à une reprise en main musclée, quoi. Oui, l'effet est là. Certains des documents qu'on a pu voir insistent d'ailleurs sur cette dimension médiatique, très calculée. L'objectif numéro 1, c'était pas d'abord de saturer l'espace médiatique, de créer un électrochoc visuel. Et l'électrochoc visuel, il est indéniable. Et c'est sans doute un objectif en soi, oui. Communiquer avec force sur une opération comme ça, surtout à Babel-Oued, c'est clairement un message envoyé à tout le monde. Mais attention, attention à la simplification. C'est-à-dire ? Réduire cette intervention à une simple opération de com, ce serait passer à côté de toute la complexité logistique du renseignement qu'il y a eu derrière. La BRI, c'est pas une unité de parade. Non, c'est sûr. Ils sont formés pour des interventions ciblées, risquées, et les informations qui filtrent, notamment dans certains rapports d'analyse, elles parlent de semaines, voire de mois de préparation. Ah oui, de la préparation ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement comme préparation ? Ça veut dire un travail très minutieux. Localisation précise des appartements qui servaient de stock pour les psychotropes. Les fameux cachets ? Voilà, type ecstasy, prégabaline, ce qui est très demandé sur le marché local. Identification des têtes de réseau, des vendeurs, même des guetteurs. Cartographie des itinéraires de fuite. D'accord. Et puis, il y a l'évaluation de la menace. Est-ce qu'on risque de trouver des armes à feu ? Quel niveau de résistance on attend ? La progression qu'on voit sur les vidéos, très méthodique. Oui. Les interpellations quasi simultanées à plusieurs endroits, l'utilisation des chiens, tout ça, ça montre une planification rigoureuse. On est loin de l'improvisation juste pour les caméras. Donc une opération pensée presque militairement, même si l'objectif affiché reste policier. Mais revenons au lieu. Pourquoi Babel-Oued spécifiquement ? D'accord, il y a le poids historique, le symbole. Oui, Mais d'autres quartiers à Alger sont aussi connus pour être des plaques tournantes. justement parce que le symbole renforce l'action. Frapper à Babel-Oued, c'est frapper au cœur. C'est envoyer le message le plus fort possible. Il n'y a pas de sanctuaire. L'État peut et va reprendre pied partout où son autorité est défiée, même dans les zones considérées comme les plus difficiles. Une réaffirmation de présence. Exactement. Une reconquête symbolique de l'espace public, rue par rue, presque immeuble par immeuble. C'est un peu ça l'idée qui ressort de la communication. Montrer que l'État peut agir avec force, précision et de façon visible, même là où certains se croyaient intouchables. L'objectif est donc multiple. Oui, au moins double, voire triple, démanteler un réseau, oui, mais aussi réaffirmer l'autorité de l'État de manière spectaculaire, et puis rassurer la population locale qui, d'après plusieurs témoignages, se sentait parfois prise en otage. Cette idée de reprise en main, de l'État qui revient, elle est martelée, c'est vrai. Et sur le terrain, l'effet psychologique semble avoir été immédiat. Apparemment, oui. Les récits parlent d'une forme de sidération. Voir ces figures locales du trafic, les caïds comme on les appelle, qui souvent faisaient la loi par l'intimidation, se faire sortir de chez eux, menottés devant tout le monde. Ça casse quelque chose forcément. Ça brise le mythe de l'impunité. Le mythe de l'invincibilité, voilà. Mais est-ce que c'est durable ? Est-ce que la peur change vraiment de camp sur le long terme ? C'est la question centrale. Et elle est cruciale.
L'impact psychologique immédiat, il est puissant, c'est sûr. Briser ce sentiment d'impunité, montrer que ceux qui terrorisaient le quartier peuvent tomber, et tomber de haut, publiquement. Oui. Ça peut libérer une certaine parole, ça peut redonner un peu de courage aux habitants qui n'en pouvaient plus. C'est une étape psychologiquement importante. Mais vous avez raison, la durabilité. Oui, parce qu'un réseau démantelé... Il peut se reconstituer, très vite parfois. Des lieutenants qui prennent la place des chefs. Et puis, il y a la peur des représailles. Si on parle, si on collabore avec la police, est-ce que cette peur-là, elle disparaît vraiment après une seule opération coup de poing, même si elle est spectaculaire ? Non, elle disparaît pas comme ça. Le soulagement des habitants, il risque pas d'être vite rattrapé par la crainte du retour de bâton. Exactement. Pour que ce changement psychologique s'installe vraiment, il faut que l'action policière soit suivie d'une action judiciaire qui soit tout aussi ferme et visible. Ah, la justice derrière. C'est un point sur lequel les autorités insistent beaucoup, d'ailleurs, dans leur com après l'opération. Ils parlent de monter des dossiers judiciaires béton. Bétonné avec quoi? Les saisies? Oui, basé sur les saisies importantes, on parle de grosses quantités de psychotropes, parfois des armes trouvées lors des perquisitions, et puis sur les résultats des interrogatoires pendant les gardes à vue qui peuvent être longues dans ces affaires. Donc l'efficacité réelle, on la mesurera aux décisions des tribunaux, pas seulement aux images de l'assaut. En très grande partie, oui. Si les personnes arrêtées, surtout les têtes de réseau présumées, sont jugées, condamnées à des peines lourdes et que ça se sait dans le quartier, alors là, le message de fermeté prend tout son sens. Ça peut restaurer une confiance un peu perdue dans la justice et ça peut dissuader ceux qui voudraient reprendre le business. Et si ce n'est pas le cas? Si pour une raison ou une autre, manque de preuves, vice de procédure, que sais-je, les principaux suspects sont relâchés ou s'en tirent avec des peines légères, alors toute l'opération risque d'être vue comme un vibitule, un coup de com' sans lendemain. Un coup d'épée dans l'eau. Voilà. La crédibilité de l'action de l'État, elle se joue en 2 temps. Police, puis justice. L'un ne va pas sans l'autre pour un impact durable. Parlons politique justement. Cette opération, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit très clairement dans un discours qu'on entend au plus haut niveau de l'État algérien depuis des mois, voire des années. La protection de la jeunesse. Jeunesse des fléaux sociaux. La drogue désignée comme l'ennemi public numéro 1. C'est un message de fermeté pour l'opinion publique, une façon de montrer qu'on agit. Oui, c'est clair. Mais il y a cette autre dimension qui revient tout le temps dans le discours officiel qui accompagne ces opérations. L'origine serait systématiquement extérieure. Ah, le voisin de l'Ouest. Le voisin marocain, quasi nommément désigné comme la source du problème, surtout pour le cannabis. Est-ce que c'est pas une ficelle un peu grosse, ça? Une façon de détourner l'attention des racines internes du problème, sociales, économiques, vers une menace extérieure bien pratique dans le climat régional actuel? C'est une lecture qui circule, bien sûr, et la dimension politique interne est évidente. Rassurer, montrer un État fort, répondre à une demande de sécurité. Mais ce serait peut-être trop simple de balayer la dimension géopolitique comme une pure diversion. Vous pensez? Du point de vue des autorités algériennes, cette accusation, ce n'est pas juste de la rhétorique. Elle s'appuie sur des chiffres de saisie aux frontières, sur des rapports de leurs services qui, selon elles, prouvent qu'une part très importante des drogues en Algérie, pas que le cannabis, de plus en plus de drogues de synthèse aussi, viendrait bien de l'Ouest. Ils vont jusqu'à parler d'eux? Dans certains cercles, oui, ou dans des médias proches du pouvoir, on parle même de guerre non déclarée, de narcoterrorisme qui viserait à déstabiliser le pays. Guerre non déclarée. Les mots sont très forts. Ça sous-entend une intentionnalité politique derrière le trafic? Absolument. Et c'est là que l'opération de Bab el-Oued prend une autre dimension, qui dépasse le quartier, qui dépasse même l'Algérie. En frappant aussi fort, au cœur de la capitale, et en communiquant massivement dessus. Alger ne parle pas seulement à sa population ou aux trafiquants. Le message est aussi pour l'extérieur, pour le Maroc en premier lieu, mais aussi pour d'autres acteurs. Une démonstration de force. Une démonstration de capacité. Regardez, notre front intérieur tient, on est capable d'agir avec force et précision chez nous, même face à des menaces qu'on estime venir de l'extérieur. C'est une posture de souveraineté, une affirmation de la résilience de l'État algérien. Sécurité intérieure et posture géopolitique sont liées ici, très liées. D'accord. Admettons cette double lecture, sécuritaire et géopolitique. Mais revenons au terrain, à Bab el-Oued. Mener une opération de police, même parfaite et suivie de condamnation, ça ne règle pas les problèmes de fond. Non, bien sûr. Ce qui pousse une partie de la jeunesse de ce quartier et de tant d'autres en Algérie vers l'économie parallèle, y compris les trafics, les analyses socio-économiques sont claires. Chômage massif des jeunes, manque d'infrastructures, sentiment d'impasse. Oui, le terreau est là.
Si l'État se contente de nettoyer de temps en temps, sans offrir d'alternatives crédibles, la tentation de l'argent facile, du statut que donnent ces réseaux, elle reviendra toujours, non? C'est un peu vider l'océan à la petite cuillère. Vous mettez le doigt sur le cœur du problème. C'est le débat éternel mais essentiel. L'équilibre, ou plutôt la complémentarité, entre répression et prévention. Une opération coup de poing comme celle de la BRI, ça a une utilité tactique, c'est indéniable. Ça désorganise les réseaux, ça crée un choc, ça donne un répit aux habitants, aux forces de l'ordre, mais ça ne peut être efficace à long terme que si ça s'inscrit dans une stratégie globale, multidimensionnelle. Et ça réappelé à chaque fois. Oui, plusieurs voix le rappellent après chaque opération de ce type, y compris dans les institutions ou la société civile. Il faut absolument lier le sécuritaire au social, à l'économique, à l'éducatif, au culturel. Concrètement, ça veut dire quoi? Quelles actions seraient nécessaires pour accompagner ça? Les pistes sont connues, mais c'est leur mise en œuvre qui est compliquée et coûteuse. On parle de programmes ambitieux, de réhabilitation urbaine, pour améliorer le cadre de vie, espace culturel, offrir des alternatives à la rue, quoi. Et pour l'emploi? Il y a tout le volet insertion professionnelle, formation, microcrédit pour encourager l'entrepreneuriat local et bien sûr un accompagnement des familles qui sont souvent dépassées. La sécurité, ça crée une fenêtre d'opportunité, un espace pacifié temporairement. Mais c'est tout ce travail de reconstruction du tissu social et économique qui peut apporter une solution durable. La sécurité comme condition nécessaire, mais pas suffisante en somme. Mais est-ce que la volonté politique et les moyens financiers suivent cette ambition d'approche globale? On a souvent vu de grandes déclarations. Oui, sans que les actions de fond suivent sur la durée. C'est le point de vigilance majeur. Est-ce que c'est différent cette fois? La volonté politique affichée est là. Le discours présidentiel insiste dessus. Les moyens financiers, c'est une autre question, dans un contexte économique compliqué. Mais au-delà de l'argent, il y a aussi la coordination entre le ministère, entre les services de l'État. Intérieur, justice, jeunesse, culture, urbanisme... Exactement. Et l'implication des acteurs locaux, y compris les habitants. D'ailleurs, cet appel à la mobilisation citoyenne qu'on a entendu après l'opération « Oser signaler »,« Témoigner anonymement »,« Résister aux pressions », oui. Ça montre bien que la solution ne viendra pas que d'en haut. C'est une bataille de longue haleine, qui demande une synergie entre l'État et la société civile. C'est un combat sur tous les fronts, sécuritaire, judiciaire, social, éducatif, culturel. Et même éthique. Alors, pour conclure un peu notre discussion sur cette opération à Bab el-Oued, comment on la qualifie? Un tournant symbolique, comme certains l'ont dit un peu vite? Peut-être un peu vite, ouais. Ou juste une bataille de plus, particulièrement médiatisée cette fois, dans une guerre contre la drogue et la criminalité qui semble structurelle et loin d'être gagnée? La question de fond qui reste, au-delà de cet événement, c'est peut-être celle de la capacité réelle et de la détermination sur la durée de l'État algérien à mener cette guerre sur tous les fronts en même temps, sans se contenter de coups d'éclat sécuritaires périodiques, même s'ils sont parfois nécessaires. Ce qui ressort très clairement, c'est cette volonté de rendre la présence, la puissance de l'État extrêmement tangible, visible, là où on les percevait comme affaiblis ou contestés. Un message fort. Un message très fort. La loi n'est pas une abstraction, elle s'applique partout. L'enjeu critique maintenant, c'est de savoir si cette démonstration de force peut lancer une dynamique différente. Une dynamique de changement en profondeur qui irait au-delà de la simple gestion sécuritaire pour s'attaquer vraiment aux racines sociales, économiques du problème. Bab el-Oued, encore une fois sous les projecteurs. Oui, Bab el-Oued, témoin de tant de chapitres de l'histoire algérienne, reste à savoir si cette nuit où, comme on dit, la peur a changé de camp, ouvrira vraiment un nouveau chapitre pour ses habitants. Ou si ça restera juste un épisode spectaculaire de plus dans une chronique agitée. La question reste ouverte. Elle est suspendue à la capacité de transformer l'essai sécuritaire en une vraie stratégie durable de développement et d'inclusion.